Bienvenue dans le Pédagogcast, vous écoutez l'épisode numéro 56, WAP, la méthode pour apprendre des autres, avec Marie-Soleil Bagauger. Et donc c'est là où on propose une pédagogie qui va rendre les étudiants acteurs de leur parcours d'apprentissage. On va aussi former les professeurs à une méthode d'apprentissage innovante et qui peut être à économie d'échelle. Et puis, on va renforcer la satisfaction des étudiants. WAP, ça peut être un événement hors les cours qui va vraiment rester dans la mémoire des étudiants et ça va permettre d'augmenter l'attractivité de l'école, créer un lien d'appartenance très fort, même intercampus. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Marie-Soleil Bagauger, qui est directrice des opérations au sein de la startup WAP. Alors WAP signifie We Are Peers et la startup a été fondée en 2016 par Diane Laine. Dans l'interview qui va suivre, nous nous intéressons au service WAP bien sûr, mais plus globalement à l'apprentissage par les pairs. Nous faisons ici plutôt un focus sur la pédagogie, mais vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de limite en termes d'usage et que nombre d'entreprises s'emparent également de cet outil pour faire collaborer leurs équipes. Avant de lancer l'interview, sachez que vous pouvez retrouver également en description le lien vers la Pédago News pour avoir accès à mes emails privés, ainsi que vers mon catalogue de formation sur la Pédago School, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. La dernière formation en date concerne le service Gennady et ses usages pédagogiques, mais je vous invite également à venir découvrir toutes mes autres thématiques qui feront de vous un expert du numérique au service de la pédagogie. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Marie-Soleil Bagauger. Eh bien, bienvenue Marie-Solveig. Bienvenue à toi pour ce podcast sur WAP, donc ce pédagogcast sur l'entreprise WAP. Alors, déjà bonjour Marie, j'espère que tout va bien. Bonjour Julien, merci beaucoup pour ce podcast. Ouais, écoute, c'est moi. Alors, juste pour la petite histoire, c'est vrai qu'à la base, donc, j'étais en échange avec Diane Laine, donc, qui est fondatrice de WAP. On va en parler bien sûr après. Et en fin de compte, c'est assez marrant parce que finalement, j'ai eu un échange également avec une autre personne qui travaille un petit peu dans ce même domaine. Entre guillemets, c'est Ludovic Charbonnel. Donc, pour les personnes qui écoutent le Pédagogcast, c'est le podcast qui précède celui que vous écoutez aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un peu les planètes sont un petit peu alignées, je trouve, parce que c'est vrai que c'est un petit peu deux services qui sont complémentaires. Et d'ailleurs, juste après finalement ma rencontre avec Ludovic, vous avez fait un article également en commun entre les deux entreprises. Alors Ludovic, c'est Challenge Me, son entreprise. Et donc, voilà, c'est pour expliquer un petit peu qu'il y a une complémentarité finalement aussi entre ces deux services qui ne sont pas les mêmes. Justement, on va pouvoir le préciser ici. Et puis, du coup, en fin de compte, on a décidé de faire le podcast ensemble avec plutôt Marie-Solveig, dans la mesure où toi, tu es donc directrice des programmes pour WAP. Et puis, tu t'es beaucoup intéressé à la pédagogie d'une manière générale. Donc, c'est vrai que mon pédagogcast ici, ça s'intéresse justement à ces questions-là. Donc, c'est vrai que ça faisait sens finalement que ce soit toi qui participe à ce podcast. Et peut-être pour commencer un petit peu en quelques mots, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas cette entreprise, qu'est-ce que finalement WAP? Est-ce que tu peux nous décrire rapidement un petit peu la valeur, entre guillemets, l'offre de valeur de WAP et quels sont les enjeux finalement pour les clients en fin de compte qui souhaitent un petit peu utiliser ce service? Merci beaucoup pour ce podcast, Julien. WAP, ça veut dire We Are Peers. On est une nouvelle manière d'enseigner. On sort du schéma classique d'un professeur expert qui déroule ses 80 slides du haut de son estrade ou plus récemment du cours sur Zoom où les élèves coupent leur micro, leur caméra. Non, WAP, c'est pas du tout ça. WAP, c'est des pairs qui partagent leur expérience sur une thématique avec le même temps de parole. Et sans s'en rendre compte, grâce à notre méthode, ils vont faire émerger des connaissances qui jusque-là étaient emprisonnées dans la tête des participants. Et alors, on a une méthode qui s'appuie sur deux piliers. D'abord, le fait qu'on rassemble des pairs, et puis ensuite, on utilise une démarche appréciative. D'accord. Alors, tu peux un petit peu nous décrire un petit peu, alors, j'ai compris un petit peu certains termes, entre guillemets. Alors, la démarche appréciative, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, la démarche appréciative, c'est qu'on est convaincu que chacun d'entre nous, on a quelque chose à partager.
Et Mhm. pourtant, la plupart de ce savoir, 70% du savoir, reste enfoui, soit parce qu'on a le syndrome de l'imposteur, soit parce que ce savoir fait partie de notre pratique et est inconscient. Et donc, notre méthodologie permet de faire émerger ces savoirs. Et pour ça, on utilise une démarche appréciative, c'est-à-dire on fait ressortir les points forts de chaque expérience. Qu'est-ce qui a réussi? Mhm. D'accord. Et finalement, je me posais la question de savoir justement, c'est un petit peu l'idée de l'intelligence collective, on en parle beaucoup. Pourquoi est-ce que justement vos «clients» entre guillemets ne font pas en interne, parce qu'on a tous en interne des personnes qui pourraient animer peut-être ce genre de session-là. Pourquoi est-ce qu'ils font appel à WAP? Et finalement, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas tout simplement, eh bien, un petit peu se documenter sur les méthodes d'intelligence collective et puis construire en interne quelque chose? Et pourquoi est-ce qu'ils externalisent finalement, ce genre de choses? Alors, ils externalisent, oui et non. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, une organisation n'a pas forcément la méthode, l'outil pour mettre en place de l'apprentissage entre pairs. C'est là qu'on intervient et on co-conçoit et on co-anime un premier atelier pour leur Mmh. faire vivre l'expérience et pour identifier des collaborateurs en interne qui vont pouvoir être formés à la méthode et à la plateforme. Et donc là, D'accord. ensuite, l'organisation est capable d'internaliser finalement cette méthode et de la déployer. Et au final, la personne qui a été formée devient une sorte d'ambassadeur certifié qui peut organiser autant d'ateliers d'apprentissage entre pairs qu'il le souhaite. D'accord, très bien. Effectivement et puis moi, ça me faisait penser à quelque chose aussi, enfin, c'est un petit peu une phrase, c'est un petit peu une expression, hein, mais tu sais, on dit que nul n'est jamais prophète dans son pays et c'est vrai que c'est toujours plus compliqué peut-être, enfin, là, je parle un petit peu pour les auditeurs, lorsqu'on est dans une entreprise, dans une institution, dans une école ou autre, parfois si on est entre guillemets, on est avec ses collègues, c'est peut-être plus compliqué de hein, mettre en place ce genre de démarche et peut-être c'est intéressant effectivement et je trouve ça vraiment assez pertinent, peut-être de lancer un petit peu la démarche via justement, bah, une prestation, hein, comme la vôtre et ensuite, comme tu dis, ben, on va se l'approprier et ensuite soi-même, on va pouvoir la jouer sans forcément à chaque fois, faire appel à WAP, je dirais. Donc du coup, c'est un donc pour être certain un petit peu de la chose entre guillemets, donc du coup, en fin de compte, quand tu as un client, une école, une entreprise, on reparlera un petit peu tout ça après par rapport au type de client que vous avez, font appel à vous. Donc vous intervenez, mais c'est pas forcément récurrent. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de récurrent dans votre service? Parce que là, tu me parlais de tuteurs qui vont pouvoir également être formés, éventuellement former leurs collègues et puis, donc, est-ce qu'il y a des choses de récurrentes ou est-ce que c'est juste un one shot et puis ensuite, les personnes se sont formées et puis peuvent se débrouiller toutes seules, hein? Au contraire, c'est vraiment récurrent, c'est-à-dire que les entreprises ou les écoles qui sont prêtes à mettre en place l'apprentissage entre pairs, il faut qu'elles voient ça dans la durée. Mmh. Un one shot va avoir des effets bien sûr, mais ce ne sera pas suivi de mise en pratique. Donc ce qu'on conseille à nos partenaires, c'est vraiment, d'avoir un WAP, par exemple tous les 2 mois, pour Mmh. vraiment, profiter, du partage de bonnes pratiques et impacter la performance. Et pour ça, c'est vrai qu'on intervient en général pour un premier atelier, voire un deuxième, pour vraiment mettre la musique en marche. Et ensuite, les formateurs qui sont formés en interne vont pouvoir organiser autant de WAP qu'ils le souhaitent pour vraiment déployer la méthode en interne et avoir des résultats. D'accord, très bien. Et donc par rapport à vous, finalement, en termes de modèle économique, donc il y a donc l'accompagnement, d'après ce que j'ai pu voir un petit peu, des acteurs, entre guillemets, à cette méthode et vous avez également donc on va dire un logiciel, en tout cas un service, numérique, et si je comprends bien, c'est finalement ce service-là, qu'on va pouvoir conserver quand on est client et on va pouvoir se servir, enfin s'appuyer sur ce service pour soi-même animer les différentes sessions. C'est ça un peu le modèle? Exactement, en fait, on est une start-up pédagogique et un SaaS. Donc la partie D'accord. pédagogique, c'est vraiment notre méthode qui permet de réussir à tous les coups un atelier d'apprentissage entre pairs, même si on n'est pas un formateur, expert. Mmh. Et puis la plateforme, permet de passer à l'échelle, de gagner du temps et de, récupérer le contenu. Et donc c'est pour ça qu'ensuite, une fois que les organisations sont autonomes, elles n'ont plus qu'à utiliser la plateforme pour réussir leur, session d'apprentissage entre pairs. D'accord
Et juste par rapport à l'historique, finalement, cette plateforme-là existait dès le début de WAP ou est-ce que je pense quelque chose qui a été créé a posteriori? Et est-ce que ça a été vraiment, parce que je n'ai pas forcément pu voir l'outil en tant que tel, est-ce que c'est quelque chose qui a nécessité un gros développement, entre guillemets, technique? Alors la plateforme est arrivée après. Pour la Mhm. petite histoire, WAP est né dans une école, pour les Mhm. écoles. À D'accord. la base, Diane Laine, notre fondatrice que j'ai rencontrée pendant mes études à l'EM Lyon, a créé WAP pendant qu'elle était encore étudiante, après avoir fait le constat qu'elle apprenait mieux en dehors des cours que pendant les cours. Et Mhm. donc, elle a créé un premier cours sans prof par les étudiants et pour les étudiants. Donc, c'est comme ça qu'est né WAP en 2016. Donc, à la base, il n'y avait pas de plateforme, mais un jeu de cartes qui D'accord. permettait d'avoir un appui pour la méthode. Et Diane avait toujours dans l'idée d'avoir une plateforme pour remplacer ce jeu de cartes. Et donc, la plateforme est née juste après, qu'on développe en interne. Donc, on a une équipe de développeurs, ce qui fait Mhm. que la plateforme part véritablement de besoins de facilitateurs. On est vraiment parti de là pour ensuite créer une plateforme qui va appuyer la méthode. Donc, la plateforme, les participants, pour eux, c'est presque transparent. Ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils utilisent une plateforme. C'est simplement un outil qui va les guider d'une étape à l'autre dans la méthode. D'accord, très bien. Et je voyais qu'il ouais, il y a l'utilisation des téléphones portables, etc. Enfin, c'est à la fois sur des écrans, entre guillemets, classiques d'ordinateur et également sur portable pour les faire participer peut-être à des sondages, des choses comme ça, ou est-ce que c'est plutôt vraiment quelque chose qui guide les étapes pas à pas? Alors, la plateforme est une web app, Mhm. c'est-à-dire qu'on peut y accéder depuis n'importe quel device, l'ordinateur ou le smartphone, et elle va retranscrire les 5 étapes de notre méthode D'accord. pour que les participants soient véritablement guidés et que les échanges soient maximisés. C'est vraiment le but, hein. On est sur un atelier d'échange entre pairs, donc il faut que la discussion soit fluide. Et la plateforme permet notamment de faire des sessions aussi en distanciel, Mhm. puisqu'on a intégré la visio, ce qui D'accord. fait que les participants ont un seul onglet à ouvrir. Et s'ils ne savent pas utiliser Zoom, il n'y a aucun problème puisqu'ils vont avoir la visio intégrée sur la plateforme. D'accord. C'est vrai que durant la période de pandémie, j'imagine que c'est de cette manière qu'on utilisait. Enfin, c'est pour ça que vous avez un petit peu proposé cette fonctionnalité-là par rapport au fait que les personnes ne pouvaient pas se voir en présentiel. Et du coup, par rapport à, j'en profite pour rebondir là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vous privilégiez plutôt le présentiel ou est-ce que le distanciel pour toi est aussi efficace par rapport à ce type de méthode-là? We Are Peers est né avec le physique. Au départ, c'était des ateliers physiques et effectivement, avec le Covid, nos partenaires nous ont demandé, nous ont dit: «On veut continuer, l'apprentissage entre pairs, mais avec la distance, pour l'instant, on est bloqué». Et donc c'est là où on a développé, l'intégration de la visio et on a fait en sorte que la plateforme puisse servir au distanciel. Aujourd'hui, on a les 2. On a des ateliers en physique et des ateliers en distanciel et les 2 arrivent au résultat attendu. D'accord, ok. Même le distanciel, il y a encore 2 semaines, j'animais un WAP en distanciel et les participants à la fin m'ont dit: «J'ai eu l'impression d'avoir mes collègues en face à face. J'ai eu l'impression de parler aussi librement que si on était autour d'une table». Donc c'est là où, la plateforme réussit à fluidifier les échanges. Peut-être qu'à terme, vous pourrez même aller dans le champ de la réalité virtuelle ou proposer des expériences encore plus immersives et faire un petit peu un hybride aussi. Ce sera peut-être une future, future, entre guillemets, idée pour la suite. En tout cas, c'est intéressant de voir que d'après ce que tu dis, en tout cas, l'effet en distanciel est aussi, entre guillemets, le même ou quasiment qu'en présentiel. Moi, c'est une remarque que je m'étais fait notamment parce que je donne des cours également. Quand je donne des cours à distance, pour moi, je suis maintenant aussi à l'aise quelque part que quand je suis en présentiel. Et je trouve qu'en termes d'efficacité, moi, personnellement, je ne vois pas de différence. Peut-être que les étudiants en verraient. Mais c'est vrai que je pense que quand on maîtrise bien l'outil, finalement, de mon point de vue, en tout cas, le distanciel est moins une barrière, même si quand même, euh, je pense que l'hybridation est peut-être l'idéal. Et peut-être que vous avez également des modèles d'hybridation justement dans ce genre d'approche, c'est-à-dire un petit peu des passages en présentiel puis en distanciel. Alors ça arrive, même si on conseille d'avoir tous les participants soit en physique, soit en distanciel, mais on Mhm. l'a déjà fait pour certains cas. Par exemple, pour un cours à l'ESSEC, où une des étudiantes était en distanciel pendant que le reste de la classe était en présentiel.
Et ça a hyper bien fonctionné, c'est-à-dire que l'étudiante a été intégrée à un groupe, elle a pu échanger avec ses pairs, elle depuis son ordinateur et eux directement depuis la salle de classe. D'accord, alors là, tu parles plutôt de comodalité, je dirais, c'est-à-dire en même temps, il y en a qui sont synchrones, d'autres en asynchrone sur un même temps. Je pensais plus, tu vois, par exemple, sur ta méthode, admettons, il y aurait la phase 1 qui pourrait se passer en présentiel, la phase 2 qui serait à distance, mais tu sais, pour tout le monde, en fait. Tout le monde est présent, tout le monde en distance. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont faisables? Alors c'est déjà le cas, Mhm. parce que la première étape de notre méthode se fait en distanciel. C'est-à-dire qu'on envoie la question d'émergence aux participants. La question d'émergence, c'est quoi? C'est la thématique de l'atelier d'échange entre pairs. C'est ça qui va vraiment donner envie aux participants de raconter leur expérience. Mhm. Et cette question, pour engager les participants, on l'envoie en amont pour d'abord qu'ils connaissent la thématique, qu'ils aient envie de venir et qu'ils commencent à réfléchir à quelle anecdote ils vont raconter. Donc cette partie-là se fait en amont, en distanciel, et ensuite, le jour J, soit ils sont en physique, soit ils sont en distanciel, mais pour le coup, c'est en synchrone que se déroulent les échanges. D'accord, très bien. Et justement, par rapport à ça, parce que moi, j'aurais peut-être quelques interrogations par rapport à ce type d'apprentissage ou de création de connaissances. C'est un petit peu les traces qu'on va pouvoir garder. Parce que bon, j'ai bien compris, il y a des échanges, les personnes qu'on construise, etc. Mais comment est-ce qu'on peut ensuite formaliser tout ça et peut-être retirer on va dire le Le meilleur jus de de cerveau. voilà, exactement, le jus de cerveau qui va être pour le coup, qu'on va pouvoir utiliser ensuite par la suite. Parce que j'imagine qu'après, il y a aussi un objectif, entre guillemets, si par exemple vous travaillez pour une entreprise, bah, que les collaborateurs gagnent je sais pas, en efficacité ou par rapport à un pédagogue que je sais pas, que au terme de ces séances, eh bien, l'apprentissage concret, réel aussi, se matérialise par exemple dans les évaluations. Donc, comment est-ce qu'on fait ensuite, une fois qu'on a tout ce matériel, tous ces matériaux, pour justement garder l'essentiel, hein? La récupération de contenu, c'est vraiment la clé. Mhm. Puisque grâce à la plateforme, on peut récupérer tout ce qui a été produit par les participants eux-mêmes. Ce qu'on ne pourrait pas faire si on organisait simplement une discussion à l'oral. Là, c'est comme si on capitalisait sur la discussion qui a été faite pour récupérer tout ce qui a été dit. Et ça permet ensuite effectivement de diffuser l'expertise en interne. Par exemple, une entreprise veut constituer ses propres ressources qui vont être spécifiquement applicables à son entreprise. Elle va pouvoir le faire grâce à l'expertise qui est ressortie de l'atelier. Les participants avaient cette expertise, avaient cette connaissance, mais ils n'en avaient pas forcément conscience. Et c'est grâce à la méthode qu'ils vont faire ressortir cette connaissance. Et on va pouvoir capitaliser sur le contenu. À la fin d'un atelier, sur la plateforme, on génère automatiquement le contenu. Donc, le facilitateur récupère, les participants aussi récupèrent tout ce qui a été dit. Et ça peut être ensuite utilisé, par exemple, pour une formation. Mhm. Si on sait que ce qui est important à faire retranscrire, c'est tel et tel point, on peut l'utiliser sur une deuxième formation. On peut l'utiliser pour onboarder des nouveaux arrivants. On peut les utiliser dans un e-learning. Et donc, tout ça a été fait parce qu'on l'a fait naître dans l'atelier. D'accord, ok, très bien. Donc, ça permet vraiment de capitaliser tout ça. Ok, parfait. Et justement, par rapport à vos clients, entre guillemets, alors ce qui est assez intéressant, c'est que, il me semble, après, on va pouvoir en parler davantage. Vous avez deux types de cibles, à la fois les entreprises et à la fois les établissements de formation, d'enseignement. Je voulais savoir justement, on va dire, quels sont, entre guillemets, vos clients principaux? Est-ce que c'est plutôt du domaine de l'entreprise ou plutôt dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement? Alors, comme je te racontais, on est né dans une école. Notre Mhm. premier client, ça a été l'EM Lyon. Et puis ensuite, ça a porté ses fruits dans les universités, dans les écoles de commerce. Et puis petit à petit, les entreprises se sont intéressées à la pédagogie et ont fait appel à nous. Donc aujourd'hui, on est presque 50-50, à la fois les universités, les écoles et les organismes de formation maintenant, et les entreprises. Par contre, elles n'ont pas les mêmes besoins. Mhm. Les écoles ont des étudiants de moins en moins concentrés. Elles ont l'impression d'avoir des classes légumes. Et pourtant, les étudiants sont prêts à passer 4 heures pour monter une vidéo sur TikTok. Ils s'y reprennent à 50 fois. Ils sont hyper exigeants. Mais en Mhm. classe, ils ne veulent plus écouter les cours. C'est l'inverse, en fait, ils veulent être écoutés, ils veulent participer. Et donc, c'est là où on propose une pédagogie qui va rendre les étudiants acteurs.
acteurs de leur parcours d'apprentissage. On va aussi former les professeurs à une méthode d'apprentissage innovante et qui peut être à économie d'échelle. Donc, on va vraiment changer la posture de l'enseignant. Et puis, on va renforcer la satisfaction des étudiants. C'est important pour les écoles, pour les universités. WAP, ça peut être un événement hors les cours qui va vraiment rester dans la mémoire des étudiants et ça va permettre d'augmenter l'attractivité de l'école, créer un lien d'appartenance très fort, même intercampus. C'est ce qu'on a fait par exemple avec Neoma où on est intervenu dans leur parcours associatif. L'objectif, c'était de capitaliser sur la passation d'une promotion à l'autre, mais c'était aussi de créer un lien entre les deux campus qui venaient d'être fusionnés, Reims et Rouen. Et donc là, en mixant les étudiants, on permet de créer un sentiment d'appartenance très fort. D'accord, Et puis super. aussi, pour les écoles, on va faire ressortir ce qui intéresse vraiment les étudiants. Et pour l'école, ça leur permet d'aider les étudiants à choisir leur voie. Parce que les étudiants ont une tendance à moins évoquer les thématiques qui sont dans le bas du CV, alors que c'est là où ils ont des pépites dans les yeux. Et donc, c'est aussi la responsabilité de l'école de leur faire prendre conscience de leurs talents et leur donner confiance pour potentiellement choisir ce secteur d'activité, créer plus tard une entreprise dans ce secteur-là. Donc, voilà, ça va être ces besoins-là qu'on va répondre pour les écoles, alors que dans les entreprises, ça va être complètement différent. OK. Alors, ce qui est super intéressant, effectivement, enfin, moi, j'ai vu, dans quelques exemples. Alors, c'est qu'à la fois, cette méthode peut être utilisée pour des choses très précises. Par exemple, des enseignants qui souhaitent, entre guillemets, «moderniser leurs cours» ou faire en sorte justement que leurs cours changent un peu de format sur un modèle plus participatif. Donc ça, c'est quelque chose de très spécifique et également sur des projets plus stratégiques au niveau des établissements. Je pensais notamment, c'est peut-être également EM Lyon ou peut-être une autre, école, qui voulait justement faire évoluer ses programmes. Par exemple, je pense notamment, on parle beaucoup de l'approche, par compétences, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant de voir que vous avez vraiment les 2 types, je dirais enfin, le spectre assez large en fin de compte. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus, justement de cette «largeur» entre guillemets du spectre d'intervention? Et c'est vrai qu'on répond à des objectifs à la fois micro et macro. Mmh. Micro, le professeur qui veut proposer une modalité différenciante, innovante. Le professeur qui veut illustrer un cours sur l'économie collaborative. Par exemple, à l'ESSEC, c'était le cas. Le professeur faisait un cours sur l'économie collaborative. Alors, quoi de mieux qu'utiliser un outil collaboratif en support de son cours? Ou alors, on a des professeurs qui veulent faire un état des lieux des connaissances de leurs étudiants avant de rentrer dans le vif du sujet. On a par exemple organisé un WAP avec le SCPO sur le leadership et la professeure a démarré son cours avec un WAP en demandant à ses étudiants de raconter des expériences où ils avaient rencontré un leader qui avait été particulièrement inspirant. Et grâce à ça, sans le savoir, ils ont défini ce qu'était un leader et ensuite la professeure avait plus qu'à approfondir tel ou tel sujet. Mmh. Et sur les objectifs macro, là, on va plutôt s'adresser à la partie stratégique de l'école, de l'université. Donc là, c'est plutôt les directeurs de programme, les directeurs d'école qui ont des objectifs de créer une communauté, d'être attractifs, de se différencier sur le marché des écoles et aussi de découvrir ce qui intéresse les étudiants pour personnaliser les programmes. Et c'était le cas de l'EM Lyon que tu citais. En 2018, l'EM Lyon a fait appel à nous pour son séminaire d'intégration du programme Grande École. Et l'objectif, c'était créer une communauté d'étudiants, mais c'était aussi découvrir ce qui intéresse vraiment les étudiants, à la fois pour personnaliser les programmes et aussi pour les orienter et pour augmenter leur employabilité. Et donc, pour l'histoire, voilà, c'est Nathalie Hector, qui était donc la directrice du programme Grande École à l'époque, qui a fait appel à WAP pour organiser un atelier avec 1200 étudiants. Donc, à l'époque, c'était un vrai challenge. Pour pour WAP et puis qu'on a relevé haut la main. Et donc, on a organisé 3 étapes. Les étudiants découvrent leur talent. Ensuite, ils sont guidés pour construire un mini-cours. Et ensuite, ils enseignent leurs cours à leurs camarades. Donc ça, c'est très fort parce qu'on met les étudiants dans la posture du professeur. Et ça a permis, notamment à l'école, d'avoir ensuite des étudiants respectueux en classe, puisqu'ils s'étaient eux-mêmes placés dans la peau du professeur et ils avaient vu la difficulté de tenir une classe, d'être engageant du début à la fin du cours. Et donc, le résultat, c'est 240 modules créés
par les étudiants et pour les étudiants en seulement 2 jours, avec des thèmes sur l'influence des réseaux sociaux, sur changer son style de vie pour avoir un impact positif sur la planète. Vraiment des thèmes très variés. Mhm. Et ces thèmes-là ont permis à Nathalie Hector de découvrir ce qui intéressait vraiment les étudiants. Et elle a même intégré des cours dans son syllabus, notamment le cours sur le langage des signes. Comme à la fin de notre atelier, on avait un système de vote qui permettait aux étudiants de dire quel était le cours qui leur avait le plus plu. Le langage des signes a eu énormément de votes. Et donc, elle s'est dit, là, il faut absolument que je réponde et que je montre que l'école entend ses étudiants. Et donc, elle l'a intégré dans le syllabus. Elle s'est aperçue aussi qu'il y avait vraiment une thématique sur le développement durable qui est un enjeu de plus en plus pour les nouvelles générations. Et donc, le séminaire d'intégration de l'année d'après, que WAP a aussi organisé, on l'a fait sur le développement durable. Ah, super intéressant. Et c'est vrai de manière pédagogique, entre guillemets, parce que tu en as parlé, finalement, c'est ce qu'on appelle la pédagogie renversée, c'est-à-dire qu'on va non plus faire le cours en tant qu'enseignant de manière descendante, entre guillemets, ou pas forcément descendante d'ailleurs, mais ça va être les étudiants eux-mêmes qui vont créer des sessions de cours. Et peut-être que l'enseignant est là plutôt pour animer, entre guillemets, tout cela et pour mettre tout cela en jeu, etc. Et éventuellement également évaluer. Enfin, voilà, mais c'est vrai que c'est super intéressant ces notions d'apprentissage renversé, entre guillemets. Et je trouve que voilà, cette méthode qui, à la base, est plutôt une méthode de construction d'intelligence collective, etc., de construction de savoir, qui s'applique à la pédagogie et qui a pour conséquence de renverser la pédagogie, ça me semble logique, si tu veux, dans le cheminement. Mais c'est super intéressant de le voir se matérialiser, en fait, par rapport aux exemples que tu as donnés, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vrai, c'est vraiment une nouvelle manière d'enseigner avec la pédagogie inversée. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Diane, pour la petite histoire, on était dans la même association étudiante. Donc, j'avais compris qu'elle avait monté son entreprise de toutes pièces, mais Mm. j'avais jamais participé à un WAP. Et un jour, elle m'a dit, viens, t'inquiète pas, vous pouvez être aussi nombreux que vous voulez. Donc, j'étais pas inscrite, mais j'ai quand même pu participer à un WAP. Le thème, Mm. c'était le développement personnel. Super thème quand on est étudiant. Mm. Et ça m'a vraiment impactée parce que j'en ai fait une partie de mon mémoire justement sur la classe inversée, comment la pédagogie de la classe inversée favorise la motivation à apprendre. Mm. Et WAP était pour moi un double exemple de pédagogie inversée. D'abord, WAP a été créé par une étudiante Mm. et ensuite, WAP a été placé dans la main des anciens étudiants qui sont devenus facilitateurs. Ça, c'était hyper fort, c'est-à-dire que la première édition, à la fin, Diane a demandé qui a envie d'animer la deuxième édition. Et ils Mm. ont été 5 à lever la main. Elle les a formés. Et c'est ensuite des étudiants qui ont animé auprès d'autres étudiants. Et Diane n'était même plus là. Donc ça, Mm. c'était très, très fort. Et c'est un des cours qui m'a le plus marqué dans ma scolarité. Les participants m'ont marqué aussi. Donc ça prouve qu'on apprend à connaître différemment les participants dans un atelier d'apprentissage entre pairs. Je me souviens notamment d'une étudiante qui avait partagé sa passion des pierres fractales, quand même une passion de niche, et elle nous a expliqué comment ce type de pierre a forgé sa vision du monde, qu'elle avait comme objectif de faire un TED dessus, TED qu'elle a vraiment fait après. Wow. Donc, vraiment, la pédagogie inversée a un impact ensuite sur la mise en action. Mm. Alors, tu appelles ça la pédagogie inversée ou renversée, du coup? C'est ça un peu ma question. Pour toi, parce qu'inversé, de mon point de vue, c'est plutôt, on va faire les cours, si tu veux, une partie à distance, enfin en distanciel, plutôt de manière descendante, mais par exemple avec du support, etc., sans forcément être présent. Et ensuite, on va plutôt faire, c'est un peu la classe, entre guillemets, inversée, si on veut. Mais dans ce qui m'intéresse là, c'est la notion de renversement aussi. Alors, les deux j'imagine, sont possibles avec cela. Et je chipote un peu sur les mots parce que c'est par rapport à la pédagogie. Mais en tout cas, on a bien compris qu'effectivement, et comme tu le dis, moi, ça ne me surprend pas que ça motive énormément les étudiants parce que même moi, moi-même, quand je crée des formations, c'est le moment où j'apprends le plus finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment moi, c'est ce que je le dis toujours, c'est le meilleur acte d'apprentissage qu'on puisse avoir, qu'on puisse créer, peu importe. Et c'est vrai que même il faut bien avoir conscience de cela, c'est qu'en tant qu'enseignant, si on veut que les personnes se rappellent vraiment du contenu, bah, il n'y a rien de tel que leur demander de le créer. Et après, on peut corriger éventuellement des choses qui sont inexactes, etc. Mais moi, tu vois, j'ai des souvenirs de cours justement que j'avais donnés, même quand j'étais étudiant, parce que c'est pareil, j'avais un enseignant qui avait fait du renversé comme ça. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui. C'était
tu vois, sur le behaviorisme, tu vois, je serais capable de me souvenir précisément des choses parce que je l'avais fait, en fait, je l'avais donné. Et c'est vrai que c'est extrêmement puissant. Avec ceci dit, encore une fois, la limite près qu'on peut être là pour corriger. Enfin, il ne faut pas croire que non plus c'est le voilà, que tout, évidemment, il peut y avoir des erreurs et cetera, et c'est là le rôle finalement, je dirais, du pédagogue, hein, de remettre un petit peu les choses, à leur place. Mais non, en tout cas, super, super exemple et vraiment super inspirant et j'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast. Écoute, top. Et je voulais savoir, alors d'ailleurs, hein, juste au passage, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, il y a énormément d'exemples justement liés à la pédagogie, parce on est plutôt centré ici sur la pédagogie. Sur l'entreprise, il y en aurait également beaucoup qui sont sur votre site en fait au niveau des ressources. Et effectivement, on voit rentrée climat, etc. Tu t'en parlais à l'EM Lyon. On voit voilà, transmission des savoirs d'une promo à l'autre, etc. Donc, tous ces exemples sont également sur votre site et je pense que ça peut vraiment inspirer et vraiment avoir, parce que moi, c'est ça que ça m'a vraiment intéressé cet aspect-là, vraiment avoir conscience qu'on peut à la fois utiliser cette méthode pour du macro et du micro. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et voilà, c'est très souple, on va dire, comme méthode. Alors, j'avais une question un petit peu pratico-pratique, peut-être, parce qu'on va y arriver tranquillement à la fin de cet échange. Si une école, une institution souhaite faire appel à WAP, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un workflow? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces écoles-là s'ils sont intéressés suite un petit peu aussi à ce témoignage? On fonctionne par étapes et dans la co-construction. La co-construction, c'est vraiment notre fil rouge. D'abord, le premier rendez-vous, c'est vraiment de la découverte des besoins. Donc, on analyse ce qui est fait dans l'organisation, quelle est leur stratégie, c'est quoi leurs enjeux, qu'est-ce qui a déjà été mis en place. Et en fonction de ça, on trouve un thème pour réaliser un POC. Un POC, c'est quoi? C'est plusieurs sessions d'apprentissage entre pairs sur une même thématique avec un double objectif, répondre à l'enjeu de la thématique, bien sûr, et vivre l'expérience, c'est-à-dire se mettre dans la peau du participant ou se mettre dans la peau du facilitateur pour voir concrètement comment se déroule un WAP. Ce POC, on le co-anime, on le co-conçoit avec notre client. Donc, POC, pour les personnes qui ne savent pas, c'est Proof of Concept, en fait. Hein. Ça vient un petit peu du milieu des startups. Ouais. OK, ça marche. Excuse-moi. Exactement. Et donc, on va faire un WAP tous les 2 mois, par exemple, avec 4 WAP, avec une mesure d'impact qu'on a définie ensemble à l'avance. Donc, on a des conditions de succès. Qu'est-ce qui va faire que pour vous, l'apprentissage entre pairs est un succès? Est-ce que c'est que les participants y voient une utilité sur le temps investi entre 1 et 5? Est-ce que c'est le fait que les participants sont engagés? Ils ne sont pas simplement présents, ils sont réellement participants. Et donc là, on peut prouver qu'ils ont participé à chaque étape, qu'ils ont été 100% actifs. Donc, on définit des conditions de succès. Et à la suite de ce POC, on identifie en interne des personnes qui sont volontaires pour être formées. Et ces personnes-là vont devenir des ambassadeurs certifiés qu'on va former, nous, à la méthode, à la plateforme, et qui vont ensuite être capables de former d'autres personnes en interne et d'organiser autant de sessions qu'ils le souhaitent, puisque notre objectif, c'est vraiment de rendre autonome l'organisation. On n'a pas vocation, nous, à animer ad vitam aeternam autant de sessions. Non, c'est vraiment donner les clés, donner les outils pour qu'ensuite l'organisation soit autonome. Et donc, à la fin, l'autonomie, c'est simplement un accès à notre plateforme où le facilitateur peut, en quelques clics, créer une session, la dupliquer, récupérer le contenu, récupérer les métriques. Tout ça, la plateforme a vraiment vocation à faciliter la vie de l'organisateur. OK, super intéressant. Et donc ensuite, après, on va le jouer en live et c'est là que va se passer la méthode en tant que telle, hein, avec vraiment le public concerné. Et ça se déroule, cette méthode-là peut se faire sur une journée. Tu dis que tout à l'heure, il y avait une partie donc, distancielle, mais la méthode en tant que telle, c'est-à-dire l'apprentissage, on va dire collaboratif, se passe sur une journée ou plus? WAP, on a plusieurs formats qui répondent à différents objectifs pédagogiques, mais le format le plus utilisé reste celui de 2 heures. Quel que soit le format, on a quand même nos 5 étapes avec d'abord la question d'émergence et puis ensuite le partage des étudiants ou des collaborateurs et enfin la synthèse.
et on va répondre finalement à de la rapidité avec le format de 2 heures parce que on va faire émerger le savoir des participants. Voilà, grâce à l'intelligence collective, ils vont apprendre de manière beaucoup plus rapide que seuls et on va être structuré parce que cette méthodologie est vraiment accessible pour les professeurs, pour les facilitateurs via la plateforme. Et c'est actif puisqu'on rend les personnes réellement participants. Ils vont être acteurs à chaque moment grâce à la pédagogie qui est tournée sur l'appréciation et sur le passage à l'acte. Donc, seulement avec 2 heures, on peut faire une séance web. Ça, c'est très intéressant parce que tu sais qu'un des gros challenges dans les écoles, c'est les emplois du temps. C'est notamment, et puis même, on n'a pas forcément un cours, tu sais, qui dure une journée ou une demi-journée. Donc, ça veut dire que, vraiment, si, là, on parle de pédagogie, mais ça pourrait être autre chose. Sur 2 heures, c'est faisable. Donc, ça, c'est une super nouvelle, je pense, peut-être pour les personnes qui nous écoutent. En tout cas, on n'a pas besoin de bloquer un créneau trop large. Bah, écoute, top. En tout cas, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. J'avais peut-être, juste pour préciser un petit peu, c'est une méthode, finalement à la base qui vient des US, je pense, hein, c'est ça? Ça vient de Appreciate Inquiry. C'est, Inquiry, alors je ne sais pas si je le dis bien. Mais je voulais savoir justement, est-ce que enfin, en tout cas, c'est une méthode inspirée de cela. Est-ce que justement, vous avez fait appel à des chercheurs aussi, justement, parce que ça pourrait être excellent pour des personnes qui font des thèses, par exemple, sur l'intelligence collective, bah, de s'associer avec vous, justement, pour faire des travaux. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez par la suite ou pas? Alors c'est vrai qu'on l'envisage, d'ailleurs on envisage de publier un livre. On a été approché récemment pour écrire un article scientifique, donc on est D'accord. vraiment, ouvert à tout partenariat. Mmh. En tout cas, WAP, on a fait 3 ans, de recherche-action, et on a aujourd'hui à notre actif, 674 sessions avec plus de 11 000 apprenants. Et à la base, on est allé à la rencontre des groupes les plus avancés en matière de pédagogie, notamment à l'université de Stanford. Mmh. Et nos conclusions ont été publiées dans des revues scientifiques comme Harvard Business Review. Mmh. Et puis, on D'accord. s'est appuyé, comme tu le disais, sur des méthodes déjà existantes, comme l'appreciative inquiry. Donc, c'est vraiment la démarche appréciative. C'est une méthode de conduite du changement qui est née à l'université de Cleveland aux États-Unis à la fin des années 80 et qui se base sur les réussites et non sur les problèmes. On fait Mmh. ressortir ce qui a fonctionné dans les expériences des participants pour dupliquer ces facteurs de succès dans les futurs projets. Donc, il y a vraiment un objectif de aujourd'hui, qu'est-ce qui marche pour demain le dupliquer. OK, Et super puis, intéressant. on s'inspire de la pédagogie inversée, on s'inspire des connaissances en knowledge management, les connaissances tacites, les neurosciences, l'influence des pairs. Voilà, tout Mmh. ça a fait qu'on a pu combiner notre méthode qui maintenant fonctionne à tous les coups. Et juste pour savoir, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe? On est 5 collaborateurs Mmh. avec un écosystème de facilitateurs. On a une trentaine de facilitateurs qu'on a recrutés et formés en fonction des besoins de nos clients, notamment quand on a eu des grands WAP à organiser avec plus de 1000 participants. Mmh. Donc voilà, on a avancé en marchant, on a construit une grille de compétences qu'on recherchait dans nos facilitateurs pour aller chercher les bonnes personnes et puis ensuite on les a formés. OK, génial. Et juste, je précise, hein, WAP, c'est quand même un beau projet, hein, puisqu'ils ont quand même été, enfin, vous avez été élu dans le top 100, pardon, EdTech en Europe, et top 30 en France, donc en 2021. Donc, voilà, c'est vraiment un beau projet. Et puis, je vais suivre ça en tout cas avec attention. Et merci en tout cas, Marie Solveig, pour toutes ces informations. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter, voilà, n'importe quoi, hein, ce qui te passe par la tête par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Si on a oublié quelque chose? Non, je suis ravie d'avoir fait ce podcast et puis, moi j'ai rejoint l'entreprise, assez récemment, même si je connaissais Diane depuis, nos études et donc j'ai l'impression de participer à une aventure pédagogique, où, le socle est solide et on a encore une vision long terme, qu'on peut, mettre en place. Donc c'est vraiment, hyper excitant. OK, bah, génial. Bah, écoute, en tout cas, merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Ce qu'on fera, c'est que je mettrai en lien, enfin, le lien vers le site web, hein, qui est très complet. Il y a également une chaîne YouTube, donc il y a des vidéos assez explicatives aussi sur la méthode pour les personnes qui sont vraiment intéressées, qui veulent aller plus loin.
Et puis, en tout cas, voilà, encore un grand merci. J'espère que ça va inspirer aussi beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, plutôt dans le milieu de la pédagogie, mais pourquoi pas également des personnes dans les entreprises, parce qu'il y a également beaucoup d'exemples, si vous êtes intéressé plus par ce domaine-là, qui sont donnés sur le site. Et puis, voilà, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée, Marie Solveig. Merci encore pour tout, et puis merci à tous les auditeurs. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Julien. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pedago School. N'oubliez pas également de vous abonner à la Pedago News pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. Voilà, c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du PedagoCast.